La plupart des gens n'est pas prête à l'admettre. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Il ne s'agit pas de coups de chance ni de vie sans obstacle, mais du travail quotidien et silencieux de ceux qui décident de ne pas se rendre face au poids du quotidien. Le piège le plus courant est d'attendre que le monde change d'abord, que les circonstances soient parfaites, que les désagréments et les peurs disparaissent. Mais la vérité est plus cruelle. Aucun environnement externe ne va fabriquer pour toi une existence pleine. Si ce n'est pas toi qui prends le contrôle, tout ce qui t'entoure finira par façonner ton caractère à sa guise. Et vivre ainsi coûte cher, car la dette intérieure grandit chaque fois que tu trahis ton authenticité, chaque fois que tu remets à plus tard le courage ou que tu permets au bruit des autres d'envahir ta paix mentale. Le bonheur exige de la discipline, pas de la fantaisie. Il exige de choisir l'inconfort quand c'est ce qu'il faut faire et de remercier même ce qui semble insignifiant. Les stoïciens le savaient. La vie concerne moins ce qui se passe à l'extérieur et plus la façon dont tu entraînes ton esprit à répondre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de raccourcis, mais de 5 règles fondamentales. Ce sont des principes durs mais libérateurs que tu peux pratiquer n'importe où et à tout moment. Le bonheur s'entraîne. Il ne se hérite pas. Si tu cherches une vie plus heureuse, tu devras cesser de négocier avec tes propres excuses. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. Ici commence le véritable entraînement. 1. Vis selon ta vérité intérieure. Arrête de te mentir. La plupart de tes journées, tu les passes à agir pour les autres, en pilote automatique et avec la peur collée à la peau, répétant ce qu'on t'a appris à désirer et déguisant tes véritables opinions pour ne pas déranger. Crois-tu vraiment que tu seras heureux en te cachant de toi-même? La première règle est brutale, car elle exige que tu cesses de chercher l'approbation de gens que tu ne respectes même pas. Tu n'es pas libre si tout ce que tu fais est filtré par la peur de rester à l'écart, de décevoir, d'être critiqué. Les masques que tu portes te coûtent cher. Chaque fois que tu les choisis, tu pèses avec des morceaux de ton identité, hypothéquant ton bien-être en échange d'une acceptation vide. Si tu dois te trahir pour t'intégrer, le prix est ton bonheur. Il n'y a pas moyen de construire une vie authentique si tu ne commences pas par affronter l'inconfort d'être qui tu es vraiment, même si cela signifie déplaire, perdre des amitiés ou décevoir des attentes extérieures. Ce n'est pas un romantisme naïf. Il s'agit de la responsabilité de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à prendre des décisions alignées avec ton propre jugement, même si elles sont impopulaires. L'excuse de « c'est comme ça » ne fait que perpétuer ton insatisfaction. Le véritable changement commence lorsque tu coupes à la racine l'habitude de te trahir dans les petites et grandes choses. Sois brutalement honnête. Combien de fois par jour agis-tu par peur et non par conviction? Combien de fois étouffes-tu tes opinions, tes goûts, tes limites, juste pour éviter un conflit ou un inconfort? Ne te trompe pas. L'harmonie que tu obtiens ainsi est fragile et superficielle. La seule paix réelle arrive quand tu n'as plus à te souvenir de quelle version de toi-même tu as montré à chaque personne. L'authenticité est une discipline, pas une pause. N'attends pas que tout le monde te célèbre. L'authenticité dérange ceux qui vivent de simulacres. Prépare-toi à perdre, car quelque chose se perd toujours quand on se choisit soi-même. Mais ce coût est non négociable si tu veux vraiment construire le bonheur de l'intérieur. Personne ne va te donner la permission d'être toi-même. C'est une décision inconfortable, parfois solitaire et toujours défiant. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la légèreté de savoir que la vie que tu construis t'appartient. Il n'existe pas de bonheur durable construit sur l'auto-tromperie. Si tu as peur de décevoir, déçois. Si tu as peur de rester seul, reste seul, mais ne continue pas à perpétuer la version petite et déformée de toi que les autres te demandent. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, tu entraînes le muscle de ton caractère, et chaque fois que tu te trahis, tu accumules une dette intérieure qui, tôt ou tard, génère des intérêts très élevés. Le bonheur n'est pas le résultat de plaire à tout le monde, mais de te respecter toi-même. Commence aujourd'hui.
Identifie une seule chose dans laquelle tu te trahis et corrige-la, même si cela fait mal. L'inconfort passe, la satisfaction d'être fidèle à ta vérité demeure. C'est ça, vivre selon ta vérité intérieure, et tout le reste n'est qu'une survie déguisée. 2. Choisis d'avancer, pas d'être parfait. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, et avant même de te lever, la première vague d'autocritique est déjà en marche. Tu penses à la réunion que tu as évitée hier, à la nourriture peu saine que tu as choisie par fatigue, à ce message auquel tu n'as pas répondu. En quelques secondes, la pression de tout bien faire commence à comprimer ta poitrine. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, tu te sens en retard par rapport à un objectif invisible, la perfection que tu n'atteins jamais et que pourtant tu t'imposes comme si c'était une obligation fondamentale. Cette voix intérieure qui te rappelle chaque erreur, chaque faux pas, chaque petit oubli, ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'années à entraîner l'habitude de te comparer à des idéaux impossibles. Un mécanisme mental qui te fait sentir insuffisant chaque fois que tu n'atteins pas le standard que tu as inventé ou que quelqu'un d'autre t'a imposé. Le piège est simple. Plus tu t'obsèdes à ne jamais échouer, moins tu avances. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est un piège déguisé en ambition. Il te fait croire que, si tu parviens à contrôler chaque détail, tu seras enfin digne de respect, d'amour, de repos. Mais en pratique, tu accumules seulement frustration et peur de te tromper. Tu te paralyses avant de commencer. Tu te punis lorsque tu n'atteins pas le niveau rêvé. Ainsi, chaque tentative d'avancer devient une source d'anxiété, car il manque toujours quelque chose, il y a toujours un défaut. Tu aurais toujours pu faire mieux. Quand tout ce que tu vois, c'est l'erreur, tu ne peux jamais célébrer le progrès. Ce filtre mental du tout ou rien déforme ta capacité à reconnaître ce que tu as effectivement accompli. Il est facile de se perdre dans l'auto-reproche, d'oublier que chaque pas, bien qu'imparfait, est un investissement réel dans ton développement. La peur de ne pas être à la hauteur te maintient immobile, reportant des décisions, attendant le moment idéal, le jour où tu te sentiras prêt. Mais ce jour parfait n'existe pas. Les opportunités n'attendent pas que tu te sentes sûr. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies tout corrigé. Si tu cherches la perfection avant de bouger, tu vas juste rester là où tu es, portant le lourd sac à dos de ce que tu n'as pas essayé. L'auto-exigence extrême te vole seulement de l'énergie que tu pourrais utiliser pour apprendre et t'adapter. Tu n'as pas besoin d'être impeccable pour avancer, tu as juste besoin du courage de faire le premier pas sans garantie. Avancer est plus précieux que de tout faire parfaitement. C'est la règle qui libère. Si tu te donnes la permission d'échouer, la peur perd de son pouvoir. Chaque erreur cesse d'être une fracture dans ta valeur et devient une donnée, une leçon, un pas de plus vers ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas une résignation médiocre, c'est de la maturité. Accepter que l'amélioration se construit à coups d'essais, d'ajustements et de répétitions. La véritable croissance se produit lorsque tu oses bouger même si le doute t'accompagne. Ne plus avoir peur de l'erreur, c'est gagner la liberté d'avancer. La perfection est paralysie, le progrès est pouvoir. Personne ne se souvient du chemin exact qu'il a pris pour s'améliorer, mais tout le monde se souvient de la sensation d'avoir essayé, de ne pas être resté immobile par peur de ne pas faire parfait. Ta vie va changer le jour où tu décideras de valoriser le mouvement plutôt que l'image impeccable. Ne te mesure pas par l'absence d'erreur, mais par l'honnêteté de tes avancées. Au final, le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans la tranquille fierté de savoir que tu as choisi d'avancer. 3. Fais ce qui est juste même si cela dérange. Parfois, je me surprends à mesurer mes décisions avec une règle extérieure, sachant parfaitement que ce qui est juste ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable. Il y a un point exact où la conscience serre. Et malgré cela, la tentation d'éviter le conflit surgit, de rechercher l'accord facile, de se taire pour éviter cet inconfort immédiat. Mais la vérité est que chaque fois que j'ai cédé, que j'ai choisi le silence, au lieu de défendre une limite ou de soutenir une conviction, je l'ai regretté par la suite. Le coup est invisible au début,
mais ils s'accumulent comme une dette intérieure. Chaque fois que tu choisis ce qui est pratique plutôt que ce qui est juste, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu souhaites être. Il ne s'agit pas seulement de grands dilemmes, c'est dans les détails quotidiens que ce muscle s'entraîne. Dans la décision de ne pas participer à une conversation que tu sais être mauvaise, dans le refus de suivre une consigne juste parce que tout le monde le fait, dans le simple acte de dire non, même si cela génère de la tension. L'inconfort, en réalité, est un signe que quelque chose de précieux est en jeu. Si tu n'agis que lorsque tout est facile et que personne ne se dérange, ton caractère devient fragile, dépendant du climat extérieur, incapable de soutenir des décisions difficiles. Fais ce qui est juste, même si cela fait mal. Le prix de ne pas le faire est ton intégrité. Le mécanisme est ainsi. L'esprit cherche des raccourcis pour éviter les frictions, rationalise le conformisme et le part de prudence ou de diplomatie, mais au fond, tu sais quand tu justifies une omission pour ne pas faire face à l'inconfort. Il est facile de déguiser l'évasion en intelligence émotionnelle, mais si tu l'analyses avec honnêteté, la différence entre bien agir et agir confortablement est nette. Le confort offre souvent des récompenses immédiates, approbation, tranquillité momentanée, moins de discussions. Mais ce qui est juste, bien que cela fasse mal à court terme, construit une base solide pour ton estime de soi. Car chaque décision inconfortable que tu maintiens par principe te donne une référence interne de valeur. Le vrai bonheur n'est pas le résultat de collectionner des moments agréables, mais de pouvoir regarder en arrière et te sentir en paix avec les décisions que tu as prises, même quand personne ne regardait. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est préférer la vérité au soulagement. Cet entraînement nécessite une vigilance quotidienne. Il ne s'agit pas de devenir un héros moral, ni de rechercher des conflits inutiles, mais de comprendre que la vie est pleine de petites bifurcations où tu peux choisir entre la cohérence et l'auto-tromperie. Accepter l'inconfort comme partie inévitable de faire ce qui est juste est une décision stratégique. Si tu ne poursuis que l'agrément, tu deviens otage du confort des autres. Si tu choisis ce qui est juste, tu gagnes en liberté intérieure. L'inconfort est temporaire, mais le respect de soi demeure. Et oui, il y aura des conséquences. Tu perdras des sympathies, peut-être des opportunités, tu seras obligé de maintenir ta position face aux critiques ou aux regards de désapprobation. Mais le prix à payer pour éviter l'inconfort est bien plus élevé à long terme, car il te vole la possibilité de t'admirer, de construire une vie pleine de sens. Il n'y a pas de raccourci. L'intégrité est un chemin inconfortable, mais c'est le seul qui ne te laisse pas vide. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion de céder juste pour t'épargner un mauvais moment, souviens-toi que le soulagement est passager, mais ta réputation intérieure reste avec toi. Fais ce qui est juste, même si cela dérange. C'est le seul moyen de construire un bonheur qui ne dépende pas de l'approbation extérieure, mais de la fierté tranquille de savoir que tu as agi selon tes valeurs. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. 4. Défends ta tranquillité mentale. Un esprit sans défense est comme un verre d'eau posé au bord d'une table fréquentée. Le moindre frôlement, la moindre vibration extérieure peut le renverser et répandre son contenu en une seconde. Il y a de petits gestes qui te trahissent. La mâchoire serrée quand quelqu'un t'interrompt avec une critique déguisée en conseil, les épaules tendues en lisant des messages que tu ne t'attendais pas à recevoir. Le pouls accéléré après une réunion où ton avis a été ignoré. Le corps enregistre avant l'esprit le moment exact où ta tranquillité commence à se fissurer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand conflit pour que l'inquiétude s'infiltre par une minuscule fissure et s'installe dans ta journée. Il suffit d'un mot malveillant, du regard jugeant de quelqu'un que tu ne connais même pas, d'un imprévu qui perturbe l'ordre que tu avais prévu. Tout à coup, tu te retrouves à réagir à des impulsions extérieures, accordant de l'espace mental à des préoccupations qui ne te concernent même pas. Ainsi se perd la clarté. En ruminer des offenses, en anticipant des scénarios qui n'arrivent jamais, en transformant chaque interruption en source d'anxiété.
Défendre ta tranquillité mentale n'est pas un acte passif, mais un travail actif et constant, tout comme fermer à clé une porte pour que personne ne passe sans invitation. Les personnes qui ne savent pas poser de limites deviennent une sorte de terrain libre. N'importe qui se sent en droit d'y déposer ses déchets émotionnels, de décharger ses frustrations, d'exiger des explications pour apaiser leur propre insécurité. Si tu ne sélectionnes pas consciemment ce que tu permets d'entrer dans ta tête, tu finis par te transformer en gardien des problèmes des autres, portant le poids des attentes, des colères et des demandes qui ne te concernent pas. Le prix est élevé. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental à l'agenda des autres, tu dilues ton énergie, tu perds le focus et tu t'habitues à vivre en mode réactif. Il y a une phrase emblématique ici. Ta tranquillité n'est pas une monnaie d'échange. Personne ne va te donner la paix que tu ne défends pas. Pour protéger cet état intérieur, tu dois apprendre à dire non, à laisser des conversations sans réponse, à te retirer de discussions qui cherchent seulement à t'entraîner dans des dynamiques toxiques. Le geste peut être aussi simple que de laisser le téléphone face cachée pendant un repas, ou aussi ferme que de refuser de résoudre le problème qu'un autre refuse d'affronter. La tranquillité mentale est un espace privé. Ne laisse pas n'importe qui entrer sans enlever ses chaussures. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter sans se plaindre, mais dans le choix de ce à quoi tu consacres ton attention. Être sélectif dans tes combats n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il y a des situations qui ne méritent que ton indifférence, des personnes qui ne méritent que ta distance, des pensées qui ne méritent que d'être observées et laissées passer. Celui qui défend sa paix n'est pas froid ni insensible. C'est quelqu'un qui a compris que le désordre mental est le prélude au malheur. Chaque fois que tu priorises ta tranquillité sur l'impulsion de répondre, de clarifier, de gagner une discussion, tu entraînes la discipline de ne pas laisser la vie t'entraîner où que ce soit. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la clarté au milieu du chaos. Si tu apprends à identifier quand ton esprit se remplit de préoccupations extérieures, tu peux reprendre le contrôle de tes journées. Une seconde phrase emblématique. Celui qui prend soin de sa tranquillité prend soin de sa vie. Le bonheur ne se construit pas sur l'épuisement permanent, ni sur l'obsession de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Il se construit sur la capacité de réserver ton énergie pour ce qui compte vraiment, de choisir consciemment quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir de faim. Défendre ta tranquillité mentale est un acte de respect envers toi-même. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental si tu veux une vie propre et non seulement une existence empruntée. Chaque limite que tu établis est un rappel que ta paix a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est toi. 5. Remercie pour ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas un joli mantra, c'est ton obligation de base si tu ne veux pas vivre comme un esclave de l'insatisfaction. Je te le dis sans détour, si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as déjà, tu ne seras pas heureux non plus lorsque tu obtiendras ce que tu désires. Il y a un piège mental qui te maintient enfermé dans la pénurie, et c'est cette habitude misérable de toujours te concentrer sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. Ce filtre n'est pas innocent. C'est un mécanisme d'auto-sabotage qui te vole de l'énergie, te rend aveugle à tes propres progrès et te transforme en mendiant émotionnel attendant des miettes de satisfaction future. La gratitude quotidienne est l'antidote contre cette mentalité de manque, mais il ne suffit pas de réciter des phrases vides ou de faire des listes superficielles. Il s'agit d'entraîner l'œil à trouver de la valeur dans le quotidien, même lorsque la vie ne ressemble en rien à ce que tu as rêvé. Vas-tu continuer à reporter ton bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait? Ou vas-tu accepter une bonne fois pour toutes que la perfection est une excuse pour ne pas t'engager dans ton présent? Le problème, c'est que tu as été conditionné à penser que le bonheur est un objectif lointain, une destination que tu atteins seulement après avoir coché toutes les cases imaginaires du succès, de la reconnaissance ou du confort. Mais cette logique
est le chemin le plus rapide vers la frustration chronique. Si tu ne peux pas reconnaître ce que tu as déjà comme suffisant, au moins pour aujourd'hui, rien de ce que tu obtiendras demain ne te comblera. Ce qui te manque ne sera jamais aussi grand que ce que tu ignores en ne regardant pas bien. Arrête de romantiser l'idée que le fait d'être exigeant et de ne jamais être satisfait est un signe d'ambition. En réalité, c'est une forme sophistiquée d'immaturité émotionnelle. Si tu ne t'entraînes pas à la gratitude, ton esprit devient une machine à trouver des défauts, une usine à plaintes, un générateur constant d'insatisfaction. Le manque est une habitude, la gratitude aussi. Ne confonds pas gratitude avec conformisme. Personne ne te demande de renoncer à tes objectifs, ni de te résigner à une vie médiocre. Il s'agit d'une question d'équilibre. Celui qui ne sait pas apprécier le petit ne saura pas non plus profiter du grand. Si tu ne peux ressentir de la satisfaction que lorsque tout est sous contrôle et à ton goût, tu es vulnérable à chaque petite variation, à chaque contretemps, à chaque coup de réalité. Cette fragilité est la recette parfaite pour une vie pleine d'anxiété et de ressentiment. La gratitude est un muscle qui se renforce dans l'inconfort, dans les jours gris, dans les moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est là que se mesure ta maturité émotionnelle. Celui qui ne remercie pas pour ce qu'il a mérite de le perdre. Tu as deux options. Continuer à ruminer ce qui manque, accumulant envie, comparaison et déception, ou commencer à regarder avec honnêteté ce que tu as déjà accompli, ce qui fonctionne, ce qui reste malgré tout. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline mentale. Chaque jour où tu choisis de te concentrer sur le présent et de remercier pour ce qui est, tu affaiblis le mécanisme de la pénurie et renforces ta capacité à profiter. N'attends pas de ressentir de la gratitude de manière spontanée. Agis comme un athlète qui entraîne un muscle ignoré. Fais le même si tu n'en as pas envie, même si cela semble forcé, même si ton esprit résiste. Car c'est ainsi que tu cesses de vivre en mode pénurie et que tu commences à construire un bonheur réel qui ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Si tu n'es pas capable de remercier aujourd'hui, tu ne sauras pas non plus profiter de demain. Le bonheur n'arrive pas quand tout s'emboîte. Il arrive quand tu apprends à bien regarder. 6. Priorise ton bien-être émotionnel quotidien. Ton bien-être émotionnel n'est pas une récompense que tu gagnes lorsque tout va bien. C'est une responsabilité quotidienne que tu choisis presque toujours de remettre à plus tard. La plupart des gens passent leur vie à négocier leur humeur avec des circonstances externes, comme si la tranquillité et la joie étaient des récompenses pour avoir atteint des objectifs ou satisfait des attentes d'autrui. Tu ne te rends pas compte qu'en attendant que le monde s'ajuste pour te sentir bien, tu renonces au seul pouvoir réel que tu as. Prendre soin de ton état intérieur comme une priorité, pas comme un luxe. Le problème réside dans le conditionnement. Tu as grandi en pensant qu'il faut d'abord répondre à toutes les exigences externes avant de s'occuper de ce que tu ressens. Et ainsi s'installe l'idée que se sentir bien avec soi-même est de l'égoïsme ou de la paresse. Mais cette mentalité ne produit que de l'épuisement chronique et une vie vécue à moitié, où le soin de soi devient l'exception et non la règle. La vérité inconfortable est que personne ne va prioriser ton bien-être à ta place. Tes relations, ton travail, ton environnement social, chacun a son propre agenda et s'attend à ce que tu t'adaptes. Si tu ne mets pas en place des limites claires avec tes propres émotions et besoins, tu finis par vivre à la merci de la pression, de l'anxiété et de la culpabilité, comme si ta valeur dépendait d'être utile, productif ou toujours disponible pour les autres. Ce schéma devient automatique. Tu t'habitues à ignorer les signaux de fatigue, à justifier le malaise avec des phrases comme « c'est temporaire », à remettre à plus tard la pause parce qu'il y a des choses plus importantes. Ainsi, chaque jour, tu accumules une dette invisible qui génère des intérêts sous forme d'irritabilité, d'apathie et d'une fatigue qui s'installe dans tes os. Celui qui néglige son bien-être perd la force de soutenir sa vie. Le véritable conflit se situe dans l'esprit.
Tu as appris à voir le soin de soi comme une indulgence et à ressentir de la culpabilité lorsque tu choisis de te prioriser plutôt que de résoudre les problèmes des autres. Mais cette culpabilité est un mécanisme appris, pas une loi naturelle. La racine de ce piège est la croyance que si tu te mets de côté, tu seras plus accepté, plus aimé, moins égoïste. La réalité est tout le contraire. Plus tu remets ton bien-être à plus tard, plus il devient difficile de te lever du lit, plus il devient compliqué de trouver un sens à ce que tu fais, plus il est facile de tomber dans des relations et des routines qui te drainent. Le bien-être émotionnel n'apparaît pas tout seul. Il se construit avec des habitudes aussi concrètes que l'exercice physique, mais beaucoup plus ignorées. Personne ne t'apprend à vraiment te reposer, à dire non sans culpabilité, à distinguer entre ta véritable fatigue et les exigences que tu t'imposes par peur de décevoir. Le mécanisme interne est pervers. Plus tu t'ignores, moins tu as d'énergie pour changer et plus tu te résignes au malaise comme s'il était ton état naturel. Tu cesses de reconnaître les signaux minimaux de surcharge, tu normalises l'insomnie, la mauvaise humeur, l'ennui chronique, et tu te convaincs que ça passera. Mais le temps ne guérit pas ce que tu ignores. Il ne fait que le rendre plus profond et plus difficile à démonter. Le bien-être est une discipline, pas un accident. Prioriser ton état émotionnel n'est pas s'isoler ni devenir insensible. C'est établir une base réaliste sur laquelle tu peux soutenir des défis, des relations, des objectifs et des revers sans t'effondrer de l'intérieur. Commence à te demander avec honnêteté quelle partie de ta routine quotidienne est conçue pour te soutenir et non seulement pour répondre aux attentes. Analyse si les décisions que tu prends renforcent ton énergie ou la drainent. Si le dialogue interne que tu entretiens avec toi-même est exigeant ou compatissant. Il est inconfortable de réaliser combien de fois par jour tu t'abandonnes pour répondre aux attentes des autres. Mais c'est le point de départ. Tu ne peux changer que ce que tu reconnais. Construire un bien-être émotionnel n'est pas un objectif lointain. C'est un processus d'ajustement quotidien, d'apprendre à t'écouter, à faire une pause avant d'exploser, à demander de l'aide sans honte. Fais-en une priorité, même si cela dérange les autres, même si ton esprit te dit que c'est de l'égoïsme. Personne d'autre ne peut maintenir ton équilibre intérieur. Cette tâche t'appartient et personne ne viendra te sauver. Le bonheur n'est pas compatible avec l'abandon personnel. Ton bien-être est l'investissement quotidien le plus sérieux que tu puisses faire pour toi-même. 7. Ose grandir, ne fuis pas. Tu te trouves face à un problème inconfortable, l'un de ces problèmes que tu préférerais balayer sous le tapis. Un projet que tu ne sais pas comment aborder, une conversation en attente, que tu sais qu'elle sera tendue, une décision reportée parce que modifier ta routine semble trop. À cet instant, les mécanismes commencent. L'esprit, plus habile que tu ne le reconnais, te murmure que ce n'est pas le moment, que tu pourrais attendre d'avoir plus d'informations, que peut-être si tu ignores le sujet un peu plus, il disparaîtra. Ainsi, l'instinct de fuite se pare de prudence, d'optimisation, de « je le ferai demain ». Mais la vérité est que ce schéma se répète parce que tu as entraîné ton cerveau à éviter l'inconfort, à procrastiner l'effort et à choisir le soulagement immédiat plutôt que la véritable croissance. Ce n'est pas un hasard. Rien ne consomme plus d'énergie que de faire face à ce qui défie tes limites. La différence entre grandir et fuir réside dans une décision presque invisible, mais déterminante. Affronter ce qui te dérange, même si tu n'as aucune garantie de succès, ou renforcer l'habitude de fuir, sachant que cela te pèsera doublement par la suite. La croissance ne se sent jamais confortable, la fuite laisse toujours une facture. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu fuis, tu envoies à ton esprit le message que tu n'es pas capable de soutenir la tension, que le conflit te dépasse, que l'apprentissage peut attendre. L'évasion peut prendre de nombreuses formes. Procrastiner, chercher des distractions, rationaliser des excuses, même te forcer à être occupé par des tâches sans importance pour ne pas regarder de front ce qui exige un saut. Le résultat est le même.
ce sujet ne disparaît pas. Il se transforme simplement en une source constante d'anxiété de fond, une dette interne qui affaiblit ton caractère et mine ta confiance. Au contraire, lorsque tu choisis de rester, de regarder le problème en face et d'agir même si tu ressens de la peur ou de l'insécurité, tu commences à entraîner le muscle de la résilience. Le progrès n'arrive que lorsque tu acceptes l'inconfort comme une partie du processus, non comme un signe que quelque chose ne va pas. Grandir signifie tolérer l'inconfort d'apprendre, supporter la pression de ne pas savoir et avancer quand même lorsque l'esprit crie qu'il serait plus facile de reculer. En termes stratégiques, ce qui détériore le plus ta vie, ce ne sont pas les grands échecs, mais la somme de petites évasions quotidiennes. L'habitude de fuir te rend otage de tes propres limitations, car chaque décision reportée est de l'énergie dépensée à soutenir un mensonge interne. Celui que tu n'es pas prêt, que quelqu'un d'autre devrait le résoudre, que si tu attends suffisamment longtemps, le problème cessera de faire mal. Mais la réalité est que la croissance nécessite présence, pas perfection. Tu n'as pas besoin de sécurité totale pour avancer, juste de la volonté d'affronter ce que tu ne maîtrises pas. Le développement personnel est une série de micro-décisions inconfortables. Si tu normalises la fuite, tu normalises la stagnation et à la fin, tu t'habitues à une vie plus petite que celle que tu pourrais construire. Il serait naïf de penser que la peur va disparaître. La clé est de choisir l'action malgré la peur, non pas parce qu'elle n'existe pas. La véritable croissance se mesure par le nombre de fois où tu choisis de t'exposer à l'incertain, à le difficile, à ce qui n'est pas garanti. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'évasion, tu renforces une identité de force et de capacité. Ne te trompe pas, le confort est addictif, mais ce n'est jamais le chemin vers la fierté personnelle. Au final, le bonheur ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la sensation d'avoir osé grandir là où auparavant tu savais seulement fuir. Ose grandir, ne fuis pas. C'est la différence entre une vie élargie et une existence à moitié vécue. 8. Trouver de la valeur dans le quotidien. Je confesse que j'ai du mal à voir de la valeur dans le quotidien. Il y a des jours où je traverse la routine comme quelqu'un qui traverse une rue sans regarder des deux côtés. Café tiède servi dans un gobelet en plastique. L'écran de l'ordinateur illuminant le visage avant que les yeux aient fini de se réveiller. Le salut mécanique dans l'ascenseur. Les mêmes pas vers le bureau. Les mêmes messages qui sont presque automatiquement répondus. Je ressens le poids de la répétition et parfois l'esprit se rebelle. Est-ce tout? Cela a-t-il un sens? Et je réalise comment le désenchantement commence toujours dans le petit, quand je cesse de regarder, quand je traite la vie comme une liste de tâches à rayer pour avancer et non comme une séquence de moments qui méritent mon attention pleine. Il est inconfortable d'accepter que cette insatisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'habitude de regarder au-dessus des choses, comme si le quotidien était condamné à être invisible. Le véritable piège réside dans la cécité sélective. Nous entraînons notre regard à rechercher la grandeur, et ce faisant, nous devenons incapables de remarquer la valeur de ce que nous avons, de ce qui se passe pendant que nous poursuivons quelque chose de plus. Il suffit d'observer comment vous tenez la fourchette pendant le repas, la façon dont vous tournez la clé en fermant la porte, la pression avec laquelle vous appuyez vos doigts sur la table lorsque vous pensez. Détails minimes, gestes qui se répètent et qui pourtant sont la base de votre quotidien. Je les ignore, nous les ignorons, jusqu'à ce que la routine devienne opaque et que le sens semble toujours être dans un futur lointain, dans un objectif qui promet satisfaction. Mais la vérité est que la vie ne se vit pas dans de grands jalons. Elle se vit dans la texture du petit, la respiration profonde que vous prenez avant de répondre à un appel inconfortable, le son de l'eau tombant sur les mains lorsque vous vous lavez le visage après une longue nuit, l'odeur de terre mouillée entrant par la fenêtre après une pluie inattendue. Trouver de la valeur dans le quotidien n'est pas du romantisme bon marché. C'est un acte de rébellion contre l'anesthésie émotionnelle. C'est choisir, par discipline, de ne pas passer à côté de ce qui soutient la structure de vos jours.
Le problème apparaît lorsque vous exigez que tout soit spécial pour vous sentir vivant. Cet état d'esprit vous enchaîne à la déception perpétuelle, car aucun accomplissement, aucune expérience extraordinaire ne peut compenser l'incapacité à apprécier ce qui est commun. Si vous ne permettez que le bonheur d'entrer dans des événements exceptionnels, le reste de votre vie est relégué à une longue salle d'attente. Mais la maturité réside dans l'apprentissage à voir la richesse là où personne d'autre ne regarde, à ressentir une gratitude réelle en pliant le linge propre, en écoutant le murmure de la ville au petit matin, en partageant un silence avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Le quotidien est aussi la vie. Si vous ne découvrez pas comment être présent dans la simplicité, peu importe ce que vous accomplissez, il vous manquera toujours quelque chose, vous serez toujours insatisfait. C'est un entraînement mental. Chaque fois que vous choisissez de bien regarder, que vous vous arrêtez pour savourer un repas même simple, que vous appréciez une conversation authentique, même si elle ne dure que 5 minutes, vous investissez dans un bonheur qui ne dépend pas du spectaculaire, mais de la qualité de votre regard. La valeur ne réside pas dans l'ampleur des événements, mais dans la profondeur avec laquelle vous les vivez. Là où il y a de l'attention, le sens apparaît. Cela semble inconfortable au début, car l'esprit veut de la distraction, veut de nouveaux stimuli, veut sauter d'un désir à l'autre. Mais si vous êtes capable de maintenir votre regard sur l'ordinaire, vous commencez à découvrir que la satisfaction n'est pas un objectif, mais une façon d'être. Le quotidien n'est pas une condamnation, c'est le véritable décor où se joue votre vie. Apprenez à trouver de la valeur dans ce que vous répétez tous les jours, car c'est seulement ainsi que le présent cesse d'être une formalité. Il y a une vérité inconfortable que peu osent affronter. S'accrocher à quelqu'un n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est le poids du besoin, de sentir qu'il n'y a pas assez en toi sans cette personne. Nous l'appelons affection, nous le déguisons en loyauté, mais au fond, c'est une fracture dans l'indépendance émotionnelle, une dette intérieure qui ne se rembourse jamais complètement. L'attachement n'est pas une preuve d'engagement, mais une chaîne invisible qui conditionne chaque réaction, chaque pensée obsessionnelle, chaque impulsion de vérifier des messages ou de chercher des signes là où il n'y en a pas. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Ce que tu ne peux pas contrôler ne t'appartient pas. Cependant, nous nous entraînons jour après jour à l'auto-tromperie, répétant des routines qui renforcent la dépendance et négociant notre paix intérieure contre des miettes d'attention. Lâcher prise fait mal, oui, mais rester attaché a un coût bien plus élevé, sacrifier ton identité, ta paix et même ta dignité. La liberté émotionnelle n'arrive pas par magie. Elle nécessite de la discipline, un questionnement implacable et le courage de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais fort. Aimer sans se perdre, donner sans mendier, accepter la réalité sans masque. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable, juste honnête avec toi-même. Aujourd'hui, tu apprendras que lâcher prise n'est pas abandonner, mais reconquérir ta propre valeur. Personne ne viendra te sauver. Ta paix ne se négocie pas, et ta vie non plus. 1. Observe votre attachement sans le déguiser. Vous vous mentez, vous ne sortirez pas de l'attachement tant que vous continuerez à le déguiser en amour, en préoccupation sincère ou en une prétendue connexion unique. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la peur et du confort. L'attachement est une sorte de dette émotionnelle que vous vous êtes imposée et que vous continuez à alimenter chaque fois que vous consultez son profil, chaque fois que vous justifiez son absence ou chaque fois que vous inventez des excuses pour rester lié à une histoire qui n'existe plus. Personne ne vous respectera si vous continuez à négocier votre dignité pour des miettes d'attention. Et le pire, c'est que vous n'êtes même pas capable de l'admettre sans fioriture. Arrêtez de protéger vos fragilités derrière de belles phrases et commencez à observer, sans filtre, la véritable nature de votre dépendance. La plupart du temps, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin désespéré de vous sentir important pour quelqu'un parce que vous ne savez pas comment supporter le poids d'être seul avec vous-même. Cela ne vous rend pas spécial,
Cela vous rend esclave de votre propre manque. Regardez de face votre attachement, sans maquillage, sans récit qui adoucissent la vérité. Chaque fois que vous excusez vos pensées obsessionnelles en disant que c'est parce que vous tenez à lui, elle, vous vous trompez. Vous ne tenez pas vraiment à l'autre personne, vous tenez à ne pas perdre ce peu de vous que vous avez déposé en elle. Le stoïcisme ne tolère pas ces illusions. Il vous enseigne à démonter les habitudes mentales qui vous enchaînent, pas à justifier des faiblesses avec des mots sophistiqués. Vous voulez avancer, mais vous ne lâchez pas la corde. Vous voulez la paix, mais vous vous accrochez au conflit parce que vous le connaissez déjà. Préférer l'inconfort et le connu plutôt que le vide et la reconstruction est une décision, pas une condamnation. Ne continuez pas à attendre que le temps vous guérisse si vous alimentez vous-même la blessure chaque jour. Jusqu'à quand allez-vous continuer à cacher que vous dépendez émotionnellement de quelqu'un qui n'est plus là ou qui n'a jamais vraiment été là? Vous n'avez pas le droit de vous plaindre de votre prison si c'est vous qui la maintenez avec la porte fermée de l'intérieur. Chaque excuse que vous utilisez, chaque message que vous relisez, chaque souvenir que vous idéalisiez, sont des briques qui renforcent le mur de votre propre attachement. Si vous n'avez pas le courage de vous observer sans masque, vous ne retrouverez jamais votre liberté. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Il n'y a pas de clarté sans une honnêteté brutale. Observez votre attachement sans le déguiser. La vérité sans filtre fait mal, mais elle libère aussi. Arrêtons de romantiser la dépendance. Le premier pas pour lâcher prise est d'arrêter de nous mentir. 2. Arrête de négocier ta paix intérieure. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est vérifier ton téléphone, cherchant son nom parmi les notifications, comme si cette petite étincelle d'attention pouvait te structurer la journée. Il n'a pas écrit, mais tu vas quand même sur son profil, interprétant chaque geste numérique comme un signe qui te ramène au calme. Tu prends ton petit déjeuner sans faim, l'esprit en suspens, attendant que quelque chose se passe, n'importe quoi pour justifier cette inquiétude que tu ne sais pas dissoudre. C'est le même cycle, jour après jour. Tu repousses des décisions, tu changes des plans, tu ajustes ton humeur au rythme de réponse que tu ne contrôles pas. Cette routine n'est pas de l'amour, ce n'est pas non plus un intérêt sincère. C'est l'habitude de hypothéquer ta tranquillité pour l'illusion que quelqu'un d'autre la gère. Derrière chacun de ces gestes quotidiens se cache une décision silencieuse, céder ta paix en échange de quelque chose d'extérieur. C'est un contrat non écrit que tu signes chaque fois que tu permets à une autre personne de déterminer ton état émotionnel. Tu te dis que c'est normal, que c'est ainsi que fonctionne l'affection, mais au fond, tu sais qu'au lieu de partager ta vie, tu la mets entre les mains d'autrui. L'attachement te convainc que si tu t'énerves, si tu t'inquiètes, c'est parce que la relation t'importe. Mais le prix que tu paies est élevé. Tu remets ta stabilité émotionnelle en petites mensualités, espérant un retour qui n'est jamais garanti. La vérité est que personne n'est obligé de maintenir ton équilibre intérieur, et tu n'as pas à le négocier comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Le moment où tu décides d'arrêter de négocier ta paix intérieure est brutalement simple, mais rien de facile. Cela nécessite d'observer avec honnêteté combien de fois par jour tu remets ton bien-être à plus tard en attendant un geste, un mot, une validation externe. L'esprit te tente avec des excuses. C'est juste de la curiosité. Je veux savoir comment il va. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais chacune de ces justifications est une fissure par laquelle s'échappe ton calme. Le stoïcisme pose une question inconfortable et claire. Pourquoi acceptes-tu que ta sérénité dépende de quelque chose que tu ne peux pas contrôler? C'est la fracture dans ton caractère que tu dois reconnaître, non pas pour te punir, mais pour prendre tes responsabilités. Arrêter de négocier ta paix n'est pas t'isoler ni devenir froid, c'est tracer une limite intérieure, un terrain sacré qui ne se met pas en jeu, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Ta sérénité n'est pas à vendre. Personne ne peut la préserver pour toi, pas même la personne que tu aimes le plus. Renoncer à cette habitude de t'auto-condamner est la véritable preuve de respect envers soi-même. Tu ne retrouves ton pouvoir que lorsque tu comprends que la paix intérieure ne se mendie pas et ne se troque pas.
Elle se construit, elle se défend. Chaque fois que tu choisis de protéger ta tranquillité au lieu de la céder, tu renforces un muscle invisible qui soutient ta vie, même lorsque tout ce qui est extérieur échoue. Ne négocie pas ta paix, c'est le capital le plus précieux que tu possèdes. 3. Remets en question chaque pensée obsessionnelle. Je te l'admets, il y a des pensées qui s'emparent de ton esprit et que tu ne remets même pas en question. Tu les laisses occuper ton espace mental comme si elles étaient vraiment des vérités indiscutables, alors qu'en réalité, ce ne sont que de vieux schémas que tu as appris à traiter comme des faits. La pensée obsessionnelle ne tombe pas du ciel et n'est pas une sorte de punition inévitable. C'est le résultat d'un système mental non entraîné, une machinerie que tu n'as jamais pris le temps de vérifier. Chaque fois que tu supposes que tu ne peux pas t'empêcher de penser à cette personne, tu évites le travail inconfortable d'analyser d'où vient cette insistance. Pourquoi cette pensée se répète-t-elle tant? Parce qu'au fond, elle te soutient une idée erronée, que si tu y penses suffisamment, tu vas trouver une réponse, un signe ou un soulagement momentané. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu t'enfermes dans un circuit fermé, où chaque tour renforce l'addiction à la même fantaisie de contrôle. L'attachement se nourrit de l'inertie mentale. Tu te réveilles, et le même monologue de toujours est déjà en cours, sans que tu prennes le temps de te demander si ce que tu penses a du sens, ou si c'est simplement automatique. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un outil chirurgical, non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour disséquer chaque pensée et te demander sans anesthésie, est-ce que ce que je répète est un fait, une interprétation, une peur ou une excuse? Lorsque tu t'entraînes à identifier ces distorsions, tu commences à remarquer combien de fois tu supposes que le simple acte de penser à quelqu'un signifie que tu es toujours attaché, alors qu'en réalité, c'est juste un reflet conditionné, une routine mentale que tu peux désapprendre. Le premier pas n'est pas d'arrêter de penser, mais de remettre en question la valeur réelle de cette répétition. Souvent, la pensée obsessionnelle ne résout rien. Elle ne fait que retarder la douleur de faire face à ton propre vide. Il ne s'agit pas de lutter contre tes pensées, ni de les ignorer avec des phrases motivantes vides. Il s'agit de les observer comme si elles étaient des pièces d'un mécanisme que tu peux démonter, analyser et remonter différemment. Lorsque l'idée obsessionnelle surgit, au lieu de te laisser emporter, arrête-toi et applique un filtre. Est-ce que cela m'aide, me noie ou me fige? Si la réponse est que cela te fige, c'est le signe qu'il est temps d'intervenir. Insister sur la même chose en espérant un résultat différent est le véritable auto-illusion. Personne ne t'oblige à croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu es libre de réinterpréter, de poser des limites internes, de décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne fait qu'alimenter la dépendance. L'esprit s'entraîne comme le corps, avec discipline, répétition et engagement. Remettre en question tes pensées obsessionnelles est le premier acte de rébellion contre l'attachement. Si tu ne vérifies pas ce que tu penses, tu finis par être esclave de tes propres récits. La liberté commence dans le filtre mental. Tout ce que tu penses n'est pas vérité, ni tout ce que tu ressens n'est destin. Tu n'es pas tes obsessions, tu es celui qui décide quelle pensée mérite de rester. 4. Reconstruis ton identité jour après jour. Une feuille blanche sur la table chaque matin attendant. D'un côté, le stylo neuf. De l'autre, les marques de café des jours précédents, cicatrices de routine qui ne se ferment pas complètement. Voilà ton identité après l'attachement, non pas une statue brisée, mais une surface où chaque jour tu peux réécrire, même si tu ressens encore la tentation de copier les vieux paragraphes de toujours. L'erreur la plus courante est de vouloir combler ce vide d'un coup, comme si trouver une nouvelle passion, un nouvel objectif ou un nouveau visage suffisait à masquer l'absence. Mais la reconstruction n'est pas un spectacle, ni un maquillage rapide. C'est un travail minutieux, presque invisible, qui se produit lorsque tu choisis, détail par détail, quelle partie de toi tu souhaites préserver et quelle partie ne te sert plus. Observe ton corps pendant que tu avances dans la maison.
La façon dont tu te laves le visage, la manière dont tu prépares le petit déjeuner, comment tu t'habilles, comment tu marches vers la porte. Chaque geste porte l'empreinte de tes habitudes passées, même celles qui sont nées de l'attachement. Peut-être que tu continues à utiliser la tasse que vous partagiez, peut-être que tu choisis la musique que cette personne aimait, peut-être que tu remets à plus tard des projets juste pour ne pas affronter le silence. Ce sont des actions petites, presque automatiques, mais c'est là que se cache l'identité que tu dois reconstruire. Pas besoin d'un acte héroïque. Ce qui compte, c'est la constance brutale des micro-décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu choisis une tasse différente. Aujourd'hui, tu choisis de préparer un petit déjeuner pour toi, pas pour plaire à quelqu'un. Aujourd'hui, tu portes des vêtements qui te reflètent, pas l'histoire qui est déjà terminée. Ces choix minimes sont le ciseau avec lequel tu commences à te sculpter à nouveau. Le stoïcisme ne te demande pas d'effacer le passé, ni de devenir une autre personne du jour au lendemain. Il exige que tu assumes la responsabilité de ton présent. Se reconstruire n'est pas attendre de se sentir prêt, mais agir même lorsque la motivation ne se manifeste pas. Personne ne va te sauver de tes anciennes versions si tu ne prends pas au sérieux le travail de te réinventer. L'identité est un acte quotidien, pas un souvenir que tu répètes. Chaque fois que tu choisis, même pour une seconde, de te concentrer sur ce que tu peux construire, tu t'éloignes un pas de plus de la dépendance. C'est un entraînement silencieux, presque imperceptible pour les autres, mais fondamental pour toi. Cesser d'être ce que tu étais par habitude et commencer à être ce que tu choisis est une révolution silencieuse. Ne cherche pas un avant et un après dramatique. Cherche la cohérence de tes petits actes. La liberté se construit dans le quotidien, pas dans les grands discours. Personne ne va écrire ta nouvelle histoire à ta place. La feuille est là, attendant que tu cesses de copier ce qui ne te représente plus. 5. Fais du soin de soi ta priorité. Si tu continues à traiter ton soin de soi comme un luxe plutôt que comme une obligation, tu vas rester coincé exactement là où tu es. Ne te trompe pas, personne ne viendra te sauver des ruines de l'attachement si tu n'es même pas capable de défendre ton propre bien-être. Crois-tu vraiment que tu vas surmonter la dépendance tout en repoussant l'essentiel? Le soin de soi n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux remettre à plus tard, après avoir résolu tes problèmes émotionnels, car ne pas prendre soin de toi est le problème principal. Chaque fois que tu décides de sauter un repas, de ne pas bien dormir, d'ignorer le désordre dans ton espace ou de reporter cette promenade nécessaire, tu envoies un message clair. Ta stabilité n'est pas aussi importante que de rester obsédé par quelqu'un d'autre. C'est la racine de l'esclavage émotionnel. C'est la décision invisible qui renforce le cycle du manque. Arrête de trouver des excuses. Il n'y a aucune justification valable pour sacrifier ta santé par nostalgie, ni pour négliger ton corps et ton esprit simplement parce que tu n'as pas le moral. Le moral se construit lorsque tu te montres, jour après jour, que tu peux te soutenir toi-même, même si tout le reste échoue. Le soin de soi est une discipline, pas un caprice. N'attends pas de te sentir motivé pour agir. Agis et la motivation viendra ensuite. Personne ne va te récompenser pour ton abandon personnel. Personne ne va valoriser tes sacrifices invisibles. Voici la vérité. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi, même de manière minimale, tu reprends du terrain perdu face à l'attachement. Le soin de soi est le seul terrain qui t'appartient vraiment. Si tu l'abandonnes, il ne te reste rien. Arrête de romantiser la négligence, de croire que aller mal te rend plus profond ou plus digne de compassion. Cela ne fait que perpétuer la faiblesse et la dépendance. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu as le devoir de gouverner ton propre espace intérieur et physique. Ton corps n'est pas un entrepôt de souvenirs d'autrui, ni ton esprit une fosse d'idées non filtrées. Le soin de soi est la ligne qui sépare ceux qui se respectent de ceux qui s'abandonnent. Si tu n'es pas capable d'établir des routines minimales de soins, tu n'as pas le droit d'exiger la paix ou l'amour véritable de quiconque.
Arrête de mendier ce que tu ne te donnes pas toi-même. Aujourd'hui, pas demain, c'est le moment d'exercer ce muscle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une obligation. Commence par ce qui est le plus évident. Dors, mange, range ton espace, respire. Fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tout te pèse, même si ta voix intérieure te dit que cela ne sert à rien. Cette voix est le résidu de l'attachement. Ta tâche est de la faire taire par l'action. Le soin de soi est ta frontière. Si tu ne la défends pas, tu perdras tout le reste. Personne ne va te sauver de ton propre abandon, pas même la personne que tu as idéalisée. Soit tu fais du soin de soi ta priorité, soit tu restes otage de ta propre négligence. La dignité ne se négocie pas. Ton bien-être est ta seule véritable garantie. 6. Sois votre propre source de valeur. Personne ne viendra vous valider. C'est la vérité qui fait le plus mal lorsque l'attachement commence à se désagréger. Vous avez construit votre valeur comme si elle dépendait des mains d'une autre personne. Et maintenant, sans cet applaudissement extérieur, vous sentez qu'il ne reste rien. Mais ce vide n'est pas réel. C'est juste le résultat d'années à déléguer votre estime de soi à l'extérieur, à un regard, à une réponse, à une promesse qui n'a jamais été une garantie. L'attachement n'est pas seulement une dépendance émotionnelle, c'est aussi le renoncement à vous reconnaître comme suffisant, comme si votre propre jugement n'avait pas de poids tant que quelqu'un d'autre ne le confirme pas. Toute votre énergie mentale a été dépensée à négocier votre importance, à chercher des signes que vous valez quelque chose, comme si votre propre vie avait besoin d'un témoin autorisé. Le problème est que ce mécanisme échoue toujours. Aucune validation externe n'est suffisante lorsque vous vous considérez vous-même comme insuffisant. Il y a une fracture profonde lorsque vous vous habituez à regarder vers l'extérieur pour mesurer votre valeur. Vous commencez à vivre en attendant l'approbation, l'appel, le message qui vous redonnera la sensation d'être pertinent. Votre monde tourne autour de l'attente d'être choisi, d'être préféré, que quelqu'un vous attribue une place spéciale. Cette attente vous épuise, vous rend petit, vous rend dépendant de facteurs que vous ne pourrez jamais contrôler. Reconnaître cela exige une brutalité d'honnêteté. Si votre estime de soi dépend de quelqu'un d'autre, vous ne serez jamais libre. La véritable racine de l'attachement se trouve ici. Vous avez appris à ignorer votre propre voix, à mépriser votre propre jugement et à vivre comme si votre présence devait être validée pour avoir un sens. Personne ne peut porter ce fardeau longtemps sans se briser. Être votre propre source de valeur n'est pas un slogan vide. C'est une tâche inconfortable et quotidienne. Cela signifie cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. C'est apprendre à vous soutenir sans témoin, à reconnaître votre propre effort même si personne ne l'applaudit, à respecter vos limites même lorsque personne ne les voit. Le stoïcisme vous le dit clairement. La seule chose qui vous appartient véritablement est votre jugement, votre capacité à décider ce que vous pensez de vous-même, au-delà du bruit extérieur. N'attendez pas que le monde célèbre vos petits progrès. Faites-le vous-même, car vous êtes le seul à savoir ce que chaque pas vous a coûté. La véritable valeur ne se vend pas aux enchères, elle se cultive en silence. Personne ne vous sauvera du vide que vous ressentez si vous n'êtes pas capable de le remplir avec votre propre respect. Prenez la responsabilité de votre estime, même si cela tremble, même si cela fait mal, même si l'habitude vous crie que vous avez besoin de l'approbation des autres. Vous n'êtes pas la somme des regards que vous recevez. Vous êtes la qualité du regard que vous vous portez à vous-même. Soyez votre propre témoin, soyez votre propre garantie. 7. Brisez les habitudes qui renforcent la dépendance. Vous vous réveillez et sans trop y penser, vous ouvrez l'application de messagerie. C'est presque un réflexe. Vous ne vous demandez même pas pourquoi vous le faites, vous suivez simplement le parcours automatique de vos doigts. L'habitude a façonné ce comportement si profondément qu'il semble faire partie de votre identité. Ensuite, pendant que vous vous préparez à sortir, vous mettez la musique que vous écoutiez ensemble.
Vous ne cherchez pas à découvrir quelque chose de nouveau. Vous reproduisez simplement le script connu parce qu'il apaise, même si c'est de manière superficielle. Tout au long de la journée, chaque espace vide est comblé en consultant des histoires, en cherchant des sous-entendus, en révisant de vieilles conversations. Vous ne l'appelez pas dépendance, vous l'appelez intérêt, nostalgie, routine. Mais sous chacun de ces gestes se cache une machinerie invisible qui renforce ce que vous avez le plus de mal à briser, le lien qui vous maintient attaché à ce qui n'est plus là. Briser les habitudes qui alimentent la dépendance n'est pas une question de volonté héroïque ni d'un seul acte de bravoure. C'est une séquence de micro-décisions inconfortables, souvent invisibles aux autres, mais décisives pour vous. L'analyse commence par identifier les rituels automatiques qui soutiennent cette chaîne. Chaque fois que vous répétez une action associée à la personne dont vous essayez de vous détacher, vous renforcez la voie neuronale de l'habitude. Votre cerveau apprend à chercher du réconfort au même endroit, même en sachant que ce réconfort n'est que momentané et que le prix à payer est votre liberté émotionnelle. La dépendance ne se maintient pas seule. Vous la soutenez à travers des centaines de gestes qui semblent innocents, mais qui sont en réalité des paiements quotidiens à une dette qui ne se solde jamais. La stratégie stoïque exige de démonter ces habitudes avec précision. Observez l'impulsion avant d'agir, arrêtez la répétition et rediriger l'énergie vers quelque chose qui ne perpétue ni l'attente ni la nostalgie. Il ne s'agit pas de remplir le vide avec des distractions creuses, mais de canaliser l'attention vers des activités qui vous redonnent le contrôle sur votre propre bien-être. Chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas consulter le profil, de ne pas envoyer ce message, de ne pas alimenter la nostalgie, vous affaiblissez la structure mentale qui vous maintient prisonnier. La clé est de remplacer, pas seulement de résister. Changez de musique, cherchez de nouvelles routines, investissez du temps à construire des habitudes qui contribuent à votre reconstruction et non à votre enchaînement. L'attachement se dissout avec discipline, pas avec des discours motivationnels. Rappelez-vous ceci, ce que vous répétez vous définit. Si vous répétez la dépendance, vous devenez dépendant. Si vous répétez le choix, vous devenez libre. Le changement est inconfortable car il touche directement la racine de votre anxiété, mais c'est le seul véritable chemin vers l'autonomie émotionnelle. Chaque habitude brisée est une fissure dans la prison que vous avez vous-même construite. Choisissez ce que vous alimentez, car c'est là que va votre vie. Arrêtez de programmer votre journée pour revenir toujours au même point de départ. L'habitude ne vous protège pas, elle vous emprisonne. La liberté est une pratique quotidienne, pas un objectif lointain. 8. Accepte la réalité sans embellissement. Je te confie quelque chose qui est même gênant à dire à voix haute. Accepter la réalité sans la décorer est l'un des exercices les plus difficiles et douloureux qui existent. Je ne parle pas de se résigner, ni de se consoler avec des phrases de développement personnel, mais de regarder ce qui est vraiment devant toi quand tu restes seul, sans témoin et sans excuse. Il y a un moment précis, presque physique, où tu réalises que tu continues à regarder ton téléphone, non pas parce que tu attends une réponse, mais parce que tu ne supportes pas l'idée qu'elle ne viendra pas. Tu te retrouves à relire les mêmes vieux messages, non par nostalgie, mais parce que tu préfères ce vide connu, plutôt que d'affronter le silence brut de ce qui n'existe plus. Le corps le ressent. Le cœur s'accélère en voyant une notification qui n'est pas la sienne. La mâchoire se tend quand tu essaies de te convaincre que ça va, mais la vérité est autre. Personne ne t'apprend à supporter cet inconfort. Tu apprends seulement à la maquiller avec des distractions et de petits mensonges quotidiens. Visualise le moment où tu es tenté de réinterpréter l'histoire pour qu'elle fasse moins mal. Tu déplaces des objets dans la maison, tu changes les photos de place, mais chaque chose continue à occuper un espace qui ne lui correspond plus. Tu ouvres la fenêtre à la recherche d'air et tu ne trouves que le poids de l'habitude. Même les sons te dérangent, le tic-tac de l'horloge, la porte qui ne s'ouvre jamais, l'écho de ta propre respiration dans la chambre vide.
Tout t'invite à embellir les faits, à inventer des raisons, à penser que peut-être il y a un retour en arrière. Mais la réalité est implacable. Si quelqu'un n'est plus là, il ne reste qu'à accepter le vide exact qu'il laisse. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de véritable réconfort à continuer à justifier l'injustifiable. Accepter la réalité sans embellissement signifie cesser de négocier avec les faits. Tu ne adoucis pas l'absence, tu ne sucreras pas le rejet, tu ne mets pas de filtre d'espoir sur ce qui est simplement terminé. Le stoïcisme le dit sans détour. Ce qui dépend de toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. La scène est là, aussi nette que froide. Ton choix est de la voir sans l'éditer. Le courage est de supporter cette vision sans chercher refuge dans des fantasmes. Douloureux, oui, mais aussi libérateur. La vérité n'a pas besoin d'explication. La vérité réclame seulement d'être vue telle qu'elle est. Cet entraînement est brutal, justement parce qu'il t'oblige à laisser tomber tous les masques que tu as utilisés pour survivre. Ce n'est que lorsque tu cesses de te mentir, ne serait-ce qu'une minute, que le véritable changement commence. La réalité, sans embellissement, est le seul sol ferme sur lequel tu peux te reconstruire. Tout le reste n'est qu'une pause dans la chute. La vie ne se négocie pas avec des illusions. Regarde ce qu'il y a, pas ce que tu souhaites voir. C'est la porte de sortie. La vérité sans filtre fait mal, mais c'est la seule qui te rend ta dignité. 9. Donne sans te perdre dans l'autre. Remettre ton énergie à quelqu'un sans tracer de frontières, c'est comme vider un compte bancaire que tu ne vérifies jamais. Convaincu que le solde est infini simplement parce que l'émotion du moment te fait croire cela. Tu laisses l'autre personne retirer ce qu'elle veut, attention, temps, faveur, présence, sans regarder le coût réel sur ta stabilité. Ce n'est pas de la générosité si tu termines épuisé. Ce n'est pas de l'amour si, en donnant, tu t'effaces au point de ne plus savoir où tu commences et où l'autre finit. Tu n'as pas de mérite à disparaître au nom de l'affection. Tu as peur de perdre la peu de valeur que tu t'es attribuée si tu cesses d'être utile ou nécessaire. Il y a un vieux piège ici. Tu crois que donner plus te rend plus digne, alors qu'en réalité, cela te rend juste plus invisible à toi-même. Personne ne te rendra ce que tu donnes sans conscience. On appelle cela l'épuisement, pas la connexion. L'attachement te vend l'idée qu'aimer, c'est fusionner, diluer tes limites, t'adapter à chaque besoin de l'autre jusqu'à oublier tes propres priorités. Mais cette remise sans mesure est un pur abandon déguisé en don. Donne oui, mais ne te trahis pas. Si en donnant tu commences à négocier ta dignité, ton temps ou ta santé, ce que tu remets cesse d'être un cadeau et devient une auto-élimination. Le stoïcisme ne te demanderait jamais de te sacrifier au nom d'un autre. Il exige que tu sois si clair avec toi-même que tu ne confondes pas générosité et auto-abandon. Tu es là pour partager, pas pour te dissoudre. Si tu as besoin de te perdre dans l'autre pour te sentir précieux, tu n'aimes pas, tu t'utilises comme monnaie d'échange. Il est facile de s'excuser en disant que c'est comme ça que tu es, que ta nature est de tout donner, que le véritable amour n'a pas de limite. Mensonge. C'est le récit confortable de celui qui craint de rester seul et préfère sacrifier sa paix plutôt que d'affronter le vertige de prendre soin de soi en premier. Ne te trompe pas. Personne ne respecte celui qui est toujours disponible, qui cède toujours, qui s'oublie toujours pour plaire. Le monde ne va pas te récompenser pour ta capacité à disparaître. L'auto-remise totale n'est pas une vertu, c'est une dépendance. Tu veux conserver la relation, mais tu te perds. Tu veux être indispensable et tu t'évanouis. Phrase emblématique. La générosité qui t'annule n'est qu'une autre forme de mendier. Cesse d'appeler amour ce qui est en réalité peur d'être irrélevant. Donne, mais ne te perds pas dans l'autre. Apprends à dire jusqu'ici, même si ta voix intérieure t'accuse d'égoïsme. Le véritable respect commence lorsque tu mets tes propres limites en avant, sans remords ni justification. Personne ne te rendra la dignité que tu abandonnes toi-même. Ne confonds pas remise et soumission. Ne te sauve pas en disparaissant.
Si tu n'es pas capable de te soutenir en donnant, tu ne fais que perpétuer la chaîne de l'attachement. Le véritable amour commence lorsque tu es capable d'être, mais aussi de partir sans t'effondrer de l'intérieur. Donne, mais ne te perds pas. C'est cela le respect, pas l'orgueil. 10. Choisis la clarté plutôt que l'illusion. L'illusion est addictive, mais la clarté est la seule chose qui libère. Personne ne t'apprend à préférer la vérité brute à la fantaisie confortable, car faire face à ce qui est, sans maquillage, fait plus mal que n'importe quelle caresse d'espoir. Tu as grandi en croyant que s'accrocher à ce qui est possible est un acte de foi, alors qu'en réalité, c'est juste la peur de ne plus avoir d'arguments pour continuer à espérer. L'esprit construit des labyrinthes pour éviter de traverser le désert de l'incertitude. Tu réinterprètes des signaux insignifiants, tu remplis les vides avec des promesses imaginaires et tu te convaincs que, si tu insistes suffisamment, la réalité va céder à tes désirs. Mais pendant que tu choisis le confort de l'illusion, tu te déconnectes de ta propre force. Tu repousses des décisions, tu nies l'évidence et tu perds l'opportunité de reconstruire ce qui dépend vraiment de toi. Chaque fois que tu cherches des excuses pour ne pas lâcher prise, tu paries contre ta propre paix. Le conflit intérieur est brutal. Une partie de toi sait parfaitement ce qu'elle doit faire, mais l'autre résiste, accrochée à l'illusion que les choses peuvent être différentes si tu fais un peu plus d'efforts, si tu justifies le silence, si tu interprètes l'indifférence comme un message codé. Ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est l'incapacité d'accepter que l'histoire est terminée et que ta valeur ne réside pas dans le fait d'essayer de revivre ce qui a déjà expiré. La clarté fait mal, car elle signifie renoncer à la fantaisie, perdre le prétexte pour continuer à retarder le deuil et assumer qu'aucune quantité de pensée obsessionnelle ne te ramènera ce que tu as perdu. L'illusion est un refuge, mais aussi une cellule. Plus tu l'alimentes, plus tu te fragilises. Le mécanisme est simple. Chaque fois que tu choisis l'illusion plutôt que la clarté, tu renforces l'habitude de ne pas te sentir complet sans l'autre. Tu préfères un mensonge réconfortant au vide honnête du détachement. Mais il n'y a pas de véritable avancée sans traverser ce vide. Accepter la vérité est un acte de respect envers toi-même, même si personne ne l'applaudit. La clarté n'apporte pas toujours un réconfort immédiat, mais elle apporte du pouvoir. Elle te redonne la faculté de décider depuis la réalité, pas depuis l'auto-tromperie. Ce n'est pas facile de regarder en face ce qui fait mal, mais c'est le seul chemin qui te permet de lâcher la dette émotionnelle et de commencer à construire une stabilité qui ne dépende de personne. La clarté est inconfortable, mais l'illusion te paralyse. Arrête de nourrir l'espoir qui ne sert qu'à retarder ta liberté. Choisis de voir ce qui est, pas ce que tu souhaites qu'il soit. L'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers la véritable autonomie. Tu n'es pas faible en lâchant une fantaisie, tu es fort en osant regarder la réalité et continuer à avancer. La clarté dérange, mais l'illusion te maintient stagnant. Décide de quel côté tu veux être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.